Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Comme le 14 juillet 1789, le 9 novembre 1989 est une date clé de l'histoire mondiale. La chute du mur de Berlin ouvre une ère nouvelle. Mais 30 ans après, les divisions restent importantes. Exemple, près de 60% des Allemands de l'Est ne croient pas à la démocratie. La montée de l'extrême droite dans le pays, surtout à l'Est, remet-elle en question la domination des partis traditionnels? Un mur est tombé, mais il en subsiste bien d'autres dans le monde, toujours plus nombreux. Les habitants de Berlin-Est se révoltent. Ce sera la première tentative de se libérer du communisme, écrasé dans le sang. C'est notre séquence, ce jour-là. Partagée entre l'ostalgie des Trabi Safari, la visite de la ville en Trabant, et la mémoire des 43 000 victimes de la féroce dictature est-allemande, Berlin et l'Allemagne s'apprêtent à célébrer le 30e anniversaire de la chute du mur. Un événement inattendu qui allait entraîner la fin de l'Union soviétique et de la guerre froide, symbolisée par cette fameuse photo du baiser de la mort entre Gorbatchev et Honecker. L'histoire est sortie de ses gonds, disait Gorbatchev. Le 9 novembre, c'est le mur qui s'ouvre. Et ensuite, ce fut un bouillonnement qui n'était pas contrôlable. Fin de l'histoire, comme certains l'annoncèrent un peu vite, pas si sûr, tant les réminiscences du passé persistent dans l'ex-Allemagne de l'Est. À Berlin, où il vit depuis des années, l'ancien ambassadeur suisse Tim Guldimann nous expliquera pourquoi les Allemands de l'Est se sentent toujours marginalisés et votent de plus en plus à l'extrême droite. Mais avant cela, revenons en images sur cette journée historique et sur ses conséquences pour l'Allemagne d'aujourd'hui. Mélanie Ohaillon. J'ai couru en chemise de nuit. Ma fille m'a appelé pour me dire « Maman, viens tout de suite !» Berlin, dans la nuit du 9 novembre 1989. Alors c'est sûr, on peut aller de l'autre côté visiter mes parents? En quelques heures, le mur cède sous la pression et l'euphorie de milliers de Berlinois. Couac de communication côté est-allemand, un porte-parole vient d'annoncer l'ouverture immédiate des frontières. 28 ans que la ville est coupée en deux. Le mur de Berlin est le symbole le plus fort de la division de l'Europe durant la guerre froide. Sa chute précipite la fin du communisme en Europe de l'Est. C'est à Leipzig que tout a commencé, un mois avant la chute du mur. J'étais à Leipzig le 9 octobre 1989. C'était un jour absolument décisif dans la révolution pacifique en Allemagne de l'Est, parce que c'est là que 6 personnalités est-allemandes ont négocié le lundi 9 octobre avec le gouvernement est-allemand pour leur dire d'éviter de recourir à la violence. Parce qu'il faut bien se rappeler, le gouvernement est-allemand avait applaudi à la répression de Tiananmen quelques mois plus tôt. On se rendait compte que la roue de l'histoire était en train de tourner. Tant que le mur est tombé. Ces vestiges sont aujourd'hui des lieux de mémoire et attirent les touristes du monde. Et pourtant, entre l'Est et l'Ouest, un mur invisible divise toujours l'Allemagne. Alors c'est là qu'on voit que quand 2 pays ont été séparés pendant plus de 40 ans, ça laisse des traces. Et c'est très difficile de changer les mentalités, les modes de fonctionnement et s'adapter à un mode capitaliste qui est quand même beaucoup plus dur. Les anciens Länder communistes ne pèsent pas très lourd dans l'économie. 11% du PIB allemand, sans compter la ville de Berlin. Le chômage y reste en moyenne plus élevé, plus de 6% aujourd'hui, malgré une baisse continue depuis 2005. Et quel salaire à la fin du mois? Avec 2 690 € en moyenne, c'est nettement moins qu'à l'ouest. Dans les années qui suivent la réunification, plus de 200 000 personnes quittent chaque année la partie Est pour s'installer à l'Ouest. Aujourd'hui, elle est 4 fois moins peuplée que le reste du pays. Mais depuis 2016, on constate une tendance au retour. Des familles, des jeunes tentent de se rebâtir un avenir en ex-RDA.
Dans ces Länder de l'Est, l'héritage communiste n'a pas complètement disparu, comme l'accès facilité aux crèches, que les jeunes enfants fréquentent davantage qu'à l'Ouest. Certains cultivent même une nostalgie de l'Allemagne communiste, à l'image de cet hôtel à Berlin-Est. Il vous en coûtera une quarantaine d'euros pour une chambre digne de l'époque de la Stasi. Et paradoxe, ces nostalgiques de la RDA ne votent pas communiste, mais plébiscitent l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Tim Gulliman, bonjour. Bonjour. Vous étiez, vous, ici, l'ambassadeur de Suisse entre 2010 et 2015. Vous connaissez évidemment parfaitement l'Allemagne. On a titré cette émission « Le mur fantôme ». On a derrière nous un vrai bout de mur, hein. Celui-là, il n'est pas fantôme. Alors, est-ce que ce mur fantôme entre ces deux Allemagnes existe encore? Ça existe encore, parce que la chute du mur, c'est bien sûr un événement de l'histoire mondiale, lié à la fin de la guerre froide, mais en même temps, ce n'est pas seulement cet événement-là, mais il faut regarder surtout ce qui s'est passé depuis, pour comprendre ce qui se passe avec cette Allemagne qui, à la fin des comptes, est toujours divisée. Et pourquoi elle est divisée encore? Parce que je crois, on parle toujours de la chute du mur et de la réunification de l'Allemagne, et puis on ne se rend pas compte que, non, avec cette interprétation, que c'était une révolution du peuple de l'Allemagne de l'Est, paisible, qui a réussi. Et puis, la réunification, décidée surtout à l'Ouest, a confisqué cette révolution populaire. Ainsi, l'interprétation de ce qui s'est passé, c'est, pour ainsi dire, transféré à l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le discours occidental qui dit ce qui s'est passé, c'est-à-dire le Deutungshoheit, c'est-à-dire l'autorité d'interprétation, c'est surtout dans les mains ou bien dans les têtes des Occidentaux qui aujourd'hui déterminent la compréhension de cette histoire qui n'est pas l'histoire du peuple de l'Allemagne de l'Est, et eux, ils se sentent un peu piliers de leur propre histoire. Alors justement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi finalement ces deux parties de l'Allemagne se sentent encore si éloignées? Je crois qu'il faut voir deux aspects. D'abord, bien sûr, on parle toujours de l'aspect économique. Il y a eu un transfert immense de moyens économiques pour faire monter le niveau de vie dans l'Allemagne de l'Est. À l'époque, c'était, selon les salaires bruts, à peu près la moitié du niveau de l'Occident. Aujourd'hui, ça arrive à plus de 80%. Alors, il y a eu un essor économique, aussi accompagné par la reconstruction totale des infrastructures, des chemins de fer, des autoroutes, etc., qui, à l'Est, donne un cadre pour le développement économique très positif, tandis qu'à l'Ouest, qui ont payé tout ça, il y a un endettement qui empêche les communes de faire le nécessaire pour leur infrastructure. Pour les gens de l'Allemagne de l'Est, et par ce processus décidé surtout par l'Occident, ils ont, pour ainsi dire, presque vendu leur dignité. C'est-à-dire l'interprétation de ce qui s'est passé. Ou bien, on peut le montrer par exemple par le fait que l'Ouest a payé un Begrüßungsgeld, c'est-à-dire un argent d'accueil, pour leur dire, écoutez, vous êtes les bienvenus chez nous. Alors, tout ce changement, on pense à l'Occident, c'est vous, les Allemands de l'Est, qui devez vous adapter à nous, tandis que nous sommes tout à fait incapables de changer nous-mêmes. Et rien n'a changé à l'Occident, mais tout ce qui a changé, c'était à l'Est. Et puis là, ils ont perdu leur propre histoire. On les a pillés de leur propre passé. Bien sûr, il y a la nostalgie de la RDA et en même temps, il y a toute la critique contre le régime, mais l'histoire personnelle des gens de l'Allemagne de l'Est, ça c'est quelque chose qui n'est pas reflété dans l'interprétation de ces événements. Alors on est ici au sein du musée historique allemand, évidemment un lieu symbole, chargé de mémoire.
Il y a eu un événement dont on imaginait mal qu'il se produirait en Allemagne, un attentat antisémite devant une synagogue à Halle, donc dans la partie est. On voit aussi la montée très forte de l'extrême droite dans cette partie de l'Allemagne de l'Est qui pourtant votait communiste. Comment faut-il interpréter tout ça? Pourquoi ce poids de l'extrême droite tout d'un coup dans cette partie-là de l'Allemagne? D'abord, il faut souligner que ça n'est pas seulement à l'Allemagne de l'Est où cette alternative pour l'Allemagne, c'est-à-dire ce nouveau parti populiste de droite, a de succès. Il y a aussi, dans différentes parties de l'Occident, il y a des situations un peu pareilles. Mais le fait que c'est surtout dans l'Allemagne de l'Est où cette partie a beaucoup de succès, ce succès-là, je crois, a quelque chose à faire avec justement cette perte d'identité en tant que peuple qui n'existe plus. Il faut toujours se rendre compte que tous les autres pays de l'Europe de l'Est, ils ont gardé leur cadre comme État, comme auparavant, un cadre qui sert à un populisme en Pologne, en Hongrie, de droite, mais en même temps aussi un cadre pour des États très modernes dans les pays baltiques. Tandis que pour l'Allemagne de l'Est, ce cadre-là n'existe plus, c'est un vide. Et c'est là, dans ce vide, où ce parti de droite peut vendre une position qui s'appelle la Wende 2.0, c'est-à-dire le changement 2.0, pour dire, nous, les droites, nous vous promettons d'achever notre révolution, sans dire à quoi ça aboutit. Mais c'est là où ils peuvent mobiliser des gens qui sont marqués par une situation où la majorité des gens dans l'Allemagne de l'Est se considèrent, c'est vraiment la majorité, se considèrent comme citoyens de deuxième classe. Et la majorité des gens à l'Europe de l'Est pensent que la réunification n'a pas réussi. Et c'est justement à ce niveau émotionnel de la vie personnelle, de la biographie personnelle, surtout depuis l'événement de la chute du mur, où ils se rendent compte qu'ils sont en Allemagne, mais ce n'est pas vraiment mon pays, mon identité nationale. Alors on le voit bien, l'Allemagne a encore du chemin à faire pour arriver à une complète réunification. Ce sera évidemment la tâche de la successeur ou du successeur d'Angela Merkel. On se retrouve juste après ce décryptage d'Olivier Kohler. Angela Merkel terminera-t-elle son mandat? La question n'est plus tabou en Allemagne. Après 14 ans de règne, l'hyperchancelière apparaît plus fragile que jamais. L'été dernier, ses convulsions à répétition suscitent l'inquiétude jusque chez ses partenaires européens. 2019 résonne comme le crépuscule d'un destin politique né en ex-RDA. Brillante physicienne, la jeune protégée d'Helmut Kohl deviendra la femme la plus puissante du monde, adulée de ses concitoyens qui la surnomment Mutti. Ce qu'elle est parvenue à faire ces dernières années, y compris sur la scène européenne, c'est la grande classe. Mais la chancelière a perdu de sa superbe. Elle qui trinquait avec Barack Obama s'entend très mal avec Donald Trump. Miné par la guerre commerciale avec les États-Unis, le fameux modèle allemand a du plomb dans l'aile. La crise migratoire de 2015 a marqué un tournant et cette annonce qui restera dans l'histoire, l'accueil d'1 million de migrants en Allemagne avec son fameux slogan « Wir schaffen das », oui, nous pouvons le faire. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Fait sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême droite allemande atteint des sommets, en particulier dans les Länder d'ex-Allemagne de l'Est, où Alternative für Deutschland atteint des scores fleuves allant jusqu'à 30%. Cela ne va pas s'arrêter, ça ne fait que commencer. Plus affaibli que jamais, le SPD pourrait quitter la coalition gouvernementale et entraîner des élections anticipées. AKK Annegret Kramp-Karrenbauer, la dauphine désignée d'Angela Merkel à la tête de la CDU, déconcerte et ne fait de loin pas l'unanimité dans le grand parti.
Portés par la vague du réchauffement climatique, les Verts montent en puissance, devenus la deuxième force politique du pays lors des dernières élections européennes. L'après Angela Merkel pourrait prendre le visage d'une coalition jamaïque, alliance politique singulière réunissant la CDU, les libéraux et les écologistes, ou alors connaître une fragmentation totale du paysage politique. 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'avenir politique de l'Allemagne s'annonce plus incertain que jamais. Alors, Tim Guliedman, le 9 novembre 1989, où étiez-vous? J'étais à Berne, j'étais aux affaires étrangères. Tout d'un coup, ça s'est passé, bien sûr, pour moi, le grand événement. Parce que pour moi, la réunification de l'Europe pendant toutes ces années 80, c'était quelque chose qui me préoccupait. Pas que j'aurais prévu ce qui serait possible, mais tout, c'est-à-dire le sentiment d'être dans une Europe partagée en deux. Ça, c'était quelque chose qui était un souci. Et puis, en arrivant aux affaires étrangères, au bâtiment des affaires étrangères, je me suis rendu compte que la Suisse officielle avait un peu la difficulté de réagir. Alors, l'événement, c'était un jeudi. La Suisse est gouvernement seulement mercredi matin. Et puis, on avait tout le temps, et il n'y a pas eu de déclaration du Conseil fédéral sur cet événement de l'histoire mondiale, parce qu'on était un peu insure, est-ce que c'est positif ou négatif? Un peu comme tout le monde, personne n'avait rien vu venir, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. C'était une surprise, hein. Personne ne l'a prévu. Mais quand même, quand ça s'est arrivé, pour moi, c'était la grande joie. Et je comprends qu'il y a eu une certaine réticence, et même le gouvernement français, Mitterrand, lui, il avait prévu que ça devrait arriver, et puis il n'a pas dit qu'il est contre. Il a tout simplement dit, moi, en tant qu'intérêt français, je mets 3 conditions. C'est pas d'armes nucléaires, c'est la reconnaissance de Oder-Neisse, la frontière de Oder-Neisse. Et puis l'euro. Ah bien sûr, c'est l'euro. C'était la monnaie d'échange. Oui, c'est-à-dire il a fait passer ces 3 conditions pour un avenir de l'Europe à ces conditions, et heureusement, ça c'était rendu possible. Et puis il y a encore une chose, je crois que c'était une fenêtre d'opportunité où le gouvernement allemand était rapidement capable de décider. Si j'ose dire, je crois le gouvernement suisse. S'il y a une fenêtre d'opportunité où il faut décider, ou bien elle se referme, en Suisse, avec notre système politique, on ne serait pas capable de prendre une décision claire, historique, une fois, sans bavarder trop. Et René Felbert, lui, il n'était pas tellement pour cette réunification. Je crois qu'il était un peu surpris d'abord, et puis je n'ai pas ressenti qu'il n'y a surtout pas de joie. Alors, est-ce qu'il faut célébrer ces 30 ans? Comment vous voyez les choses? On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se préparent. Hein. Le 9 novembre, ici, ça va être la grande fête, quoi. Est-ce qu'il faut le célébrer? Officiel, oui. Mais je crois que c'est impossible de célébrer un événement dont l'interprétation est si partagée, dont la réunification du pays n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Il y a eu bien sûr beaucoup d'aspects critiques, négatifs, et ce n'est pas pour critiquer la décision, c'est plutôt pour lancer un débat qui est absolument nécessaire pour avancer dans un processus de réunification qui n'est possible que si l'Occident reflète aussi son rôle dans cette relation aussi-bessie qui toujours joue une grande importance dans la vie quotidienne. Alors vous, Suisse vivant à Berlin, vous êtes plutôt suisse ou plutôt allemand maintenant? Je suis toujours suisse, mais je suis marié avec une Allemande et mes enfants sont plutôt intégrés dans la vie allemande, la vie de Berlin, tandis malgré le fait qu'ils sont des doubles nationaux. Merci beaucoup Tim Guliedman pour cette interview très intéressante devant ce mur qui, je le rappelle, est tombé il y a 30 ans. Merci beaucoup. Si le mur de la honte, comme on le surnommait, est tombé, bien d'autres subsistent et il y en a même plus que jamais. Elsa Anguinolfi. On l'appelle le mur des sables. 2700 km de barbelés et de remblais. C'est l'un des plus longs murs du monde, érigé par le Maroc dans le Sahara occidental dès le début des années 80.
Il devait permettre de contrer la guérilla des indépendantistes sahraouis lancée dans les années 70. Il est devenu le symbole d'un conflit gelé depuis 30 ans, un conflit dont des dizaines de milliers de réfugiés attendent encore la résolution. Le mur, c'est très dur parce que je vis de ce côté et mes parents vivent de l'autre côté. C'est vraiment difficile, particulièrement pour moi, car je n'ai plus de famille du côté de mon père. De la Corée à Israël, en passant par l'Espagne, le nombre de barrières physiques à travers le monde n'a pas diminué, au contraire. Les États recourent de plus en plus à ces frontières de béton et de barbelés, surtout depuis le début des années 2000. Jusqu'à 40 000 km de murs construits ou planifiés, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre, selon des chercheurs canadiens. Souvent, ces nouveaux murs ne sont pas construits dans le cadre de conflits territoriaux, ils sont là pour empêcher les flux migratoires. Au cœur de l'actualité en 2015, plus d'1 million de personnes aux portes de l'Europe. En réponse, en Bulgarie, en France ou encore en Hongrie, on construit des murs ou des clôtures de barbelés. D'un point de vue moral, humain, notre message c'est de dire « s'il vous plaît, ne venez pas ». Pourquoi venir de Turquie en Europe? La Turquie est un pays sûr, restez là. C'est risqué de venir. C'est aussi le message que Donald Trump veut faire passer à ses voisins mexicains. Il promet de construire un nouveau mur à la frontière entre les deux pays, un des engagements phares de sa campagne, mais le chantier avance au ralenti, bloqué depuis des mois par l'opposition démocrate. Dès les premières années de la guerre froide, on a pu assister à la montée des tensions contre l'emprise soviétique dans les pays satellites. Et c'est à Berlin que tout a commencé le 16 juin 1953. Le premier choc a lieu pour le régime de Ulbricht. En ce mois de juin 1953, la révolte partira d'un petit noyau de travailleurs sur les chantiers. Ils refusent les nouvelles normes de travail que le régime veut leur imposer et qui se traduisent par des réductions de salaire de l'ordre de 30%. Quelques milliers de manifestants vont se joindre aux travailleurs en grève. Mais très vite, le ton des revendications monte. On réclame non seulement l'annulation des nouvelles normes, mais aussi le départ du gouvernement et des élections libres. Dès le lendemain, un climat d'émeute s'installe. On met à sac les bureaux du Parti communiste, l'hôtel de ville est occupé. Dans un premier temps, la police reste plutôt passive quand elle ne sympathise pas avec les émeutiers. Le régime est pris de court par l'ampleur de ce mouvement. Les manifestants s'en prennent à tout ce qui symbolise la dictature communiste. Certains réclament même une réunification de l'Allemagne. Désormais, le mouvement s'étend. Dans l'ensemble de la RDA, plus de 300 000 travailleurs sont en grève. Les autres grands centres du pays sont touchés. Partout, les fonctionnaires du pouvoir sont molestés. Ironie du sort, certains ne sauveront leur vie qu'en se plaçant sous la protection de la police de Berlin-Ouest. Au troisième jour, le mouvement prend des allures de véritable révolution. Aux ouvriers mécontents se sont joints des intellectuels et des professions libérales, lésés eux aussi par le pouvoir, de même que des paysans opposés à la collectivisation forcée de l'agriculture. Partout, on brûle les drapeaux rouges. Cette fois, le régime réagit. Les autorités font appel aux chars soviétiques. Il ne faudra que 48 heures à ces derniers pour écraser le soulèvement, considéré officiellement comme une tentative contre-révolutionnaire fomentée par l'Occident. Toute tentative de résistance sera vaine. Bilan officiel, 25 morts, des centaines de blessés, des milliers d'arrestations, 40 condamnations à mort. Le régime renonce aux normes qu'il voulait imposer, mais il reste en place.
Et pour terminer, quelques conseils pour vos lectures et vos écrans. Mur de Berlin, le monde d'après, écrit par Michel Meyer, le journaliste de Radio France en poste à Berlin il y a 30 ans. Il décrit les implications historiques et géopolitiques de cet événement majeur. On reviendra aussi avec grand intérêt aux minutes par minute de ce jeudi 9 novembre 1989, qui devait être une journée ordinaire, jusqu'à 18h53, quand une dépêche annonce l'impensable, le mur est ouvert. Et enfin, nos confrères d'Arte ont eu l'excellente idée d'envoyer les photographes de l'agence Ostkreuz, fondée à Berlin-Est, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, avec le regard personnel de chacun. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site ou en podcast ou sur les antennes de notre partenaire TV5 Monde. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.